Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, la dernière fois nous avions commencé la séance 3, donc le rétablissement de la démocratie. Étape 1, l'épuration. Thème 1, la reconnaissance en tant que résistant. Là on a vu différents témoignages justement qui nous parlent vraiment des résistants. Donc on a eu le témoignage de Claire Andrieux et Laurent Douzou, donc qui nous séparaient différentes sortes de résistants, à savoir ceux qui avaient commencé dès le début, avec comme on a vu le petit carteron, donc c'est les résistants vraiment du début, et par la suite, donc on avait vu vraiment les résistants du dernier instant, ceux qui vont vraiment se manifester quand la libération commence, tout ça, et qui vont se dire oui bon bah j'ai pas trop participé jusqu'à présent, bon bah je serait peut-être temps, hein. Voilà, histoire de. Et après ils sont tout aussi importants, hein, attention. Et voilà, on avait vu qu'aussi il y avait différentes classes de résistants. Et ensuite, on en était arrivé donc aux punitions. Donc dans un premier temps, justement, nous allons voir donc le thème 2, punir les collabos. Et ensuite, dans un thème 3, donc nous allons voir punir les personnes de pouvoir. Alors, donc punir les collabos. Donc ça, oui, on l'avait déjà vu. Oui, avec la photo, donc on avait vu que les femmes sont tondues, justement, pour vraiment mettre un symbole dessus, dire, voilà, elles ont collaboré, elles ont couché avec des Allemands, elles ont livré des infos aux Allemands, elles méritent une punition. Mais on avait vu que cette punition est quelque peu machiste, parce que les hommes n'en font pas trop les frais. D'ailleurs, pas beaucoup d'hommes vont être justement victimes de ces tontes. Et on a vu qu'aussi ces tontes donc étaient vraiment ici pour marquer les gens, pour leur montrer vous avez voulu jouer avec le feu, eh ben on va vous lapider en place publique. Enfin du moins lapider, on va vous humilier en place publique. Et donc on les mettait dans des chars, tout ça, on les faisait montrer devant tout le monde, etc. Alors, comme je vous l'avais dit, ce traitement est assez brutal quand même, au vu de ces femmes, ça je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Et là, donc nous allons voir en thème 3, punir les personnes de pouvoir. Après, avec tout d'abord, donc, je vous en avais parlé justement, je vous ai dit qu'on allait voir deux personnes. Ces deux personnes sont des personnes de pouvoir, donc le maréchal Pétain dans un premier temps, qui est le chef d'État de la France, parce qu'il en reste, et ensuite de Barbie, Klaus Barbie, qui était un SS, donc quelqu'un qui avait quand même du pouvoir, notamment celui sur la Gestapo à Lyon. Ça, on va le voir après. Tout d'abord, on va commencer avec le procès immédiat du maréchal Pétain. Vous allez voir pourquoi le procès immédiat. Alors, je vais vous lire le texte que vous avez sous les yeux. Pétain, Philippe, maréchal de France. C'est ainsi que celui qui s'était autoproclamé chef de l'État français, le 11 juillet 1940, décline son identité le premier jour de son procès devant la Haute Cour de justice. Donc on avait vu, la Haute Cour de justice, justement, c'est une institution donc du CRN. Créée par une ordonnance de novembre 1944. La scène se passe au palais de justice de Paris, en état siège, et gardée par 600 policiers et gendarmes le 23 juillet 1945. Pétain est accusé d'avoir commis le crime d'attentat contre la sûreté intérieure de l'État et entretenu des intelligences, donc des sortes d'échanges d'informations, avec l'ennemi en vue de favoriser ses entreprises en corrélation avec les siennes. Aujourd'hui, il aurait probablement été jugé pour crime contre l'humanité. Mais cette notion, alors là vous avez la définition justement de crime contre l'humanité, l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte
humain contre toutes les populations civiles. C'est ça un crime contre l'humanité, justement. Donc voilà, c'est des choses assez costauds. Donc, comme je vous disais, mais cette notion n'existait pas encore. Le crime contre l'humanité n'existait pas encore. Certes, des juristes français, anglais, américains, russes y travaillaient. Mais ces nouvelles règles internationales ont été avalisées, c'est-à-dire validées, le 8 août 1945. Une quinzaine de jours donc après l'ouverture du procès Pétain. Pétain, rentré de Suisse, a établi avec l'aide de ses avocats, dont Monseigneur Isomi, Monseigneur ou Monsieur, je sais plus, mais il me semble qu'il y a une histoire comme ça. C'est son avocat, Isomi. Une ligne de défense très offensive. Elle tient en 3 points. La haute cour ne représente pas le peuple français. Elle n'a pas de compétence pour le juger. Le pouvoir lui a été confié légitimement et a été reconnu par tous les pays du monde. 3. Il a préservé l'essentiel. Comme l'a dit Pétain, donc, l'histoire dira tout ce que j'ai évité. Répétait Pétain. C'était formulé avec vigueur, explique Jean-Pierre Azéma. La thèse du bouclier, complétée par une autre image, elle aussi promise un bel avenir, De Gaulle tirant l'épée grâce à cette protection. Cette thèse a, depuis, volé en éclats. Le verdict est rendu le 15 août. Pétain est condamné à l'indignité nationale, privation des droits civiques, dégradation, suppression de toute décoration. Militaire, hein, les médailles, on lui enlève. Et à la peine de mort. Le chef du gouvernement provisoire de la République, Charles de Gaulle, commue la peine, donc il transforme la peine, en une détention à perpétuité. Pétain est incarcéré au fort de Porte-Allée, puis aux Pyrénées. Pyrénées, donc montagne au sud de la France, hein, vous le savez. Puis il purge sa peine à l'Île-Dieu, où il meurt en 1951. Donc, extrait d'un article de Emmanuel Hecht dans le magazine Les Drames de l'été 1945, les collections d'histoire, numéro 28, juillet-septembre 2005. Alors, première question, où et quand se déroule le procès de Pétain? Attention, il y a 2 dates. Oui, pas une, 2 dates. Et où alors? Voilà, je vous laisse relire le texte. Donc, vous pouvez écrire. Le procès se déroule du 23 juillet au 15 août 1945 au Palais de justice de Paris. Point. Voilà. Le procès, il se déroule donc du 23 juillet au 15 août. Donc vous voyez quand même, ça prend à peu près 4 semaines, grosso modo. 3 semaines. 3 semaines. Vous voyez quand même que c'est long un procès, hein, parce que voilà, c'est pas... Enfin, le type va pas arriver, et on va dire, donc tu es accusé de ça, ça, ça et ça. Coupable, accusé, non coupable, coupable, non coupable. Ok. Non, ça se fait pas une journée, hein, ça prend du temps, parce que il faut réunir les témoins, il faut avoir les témoignages des personnes, etc., etc., et c'est très long. Après, attention, il y a des procès qui se font en une journée. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais celui-ci, le procès de Pétain, était vraiment énorme. Parce qu'il y a eu des témoins, il y a eu beaucoup de défense. Voilà, c'était très long à débattre. Parce que là, on parlait pas du petit pickpocket du coin. Hein. On parlait quand même d'un chef de gouvernement qui était jugé. Enfin, voilà, en termes d'importance, voilà, il y avait de l'importance. Quelles sont les accusations à l'encontre de Pétain? Pourquoi l'article parle-t-il d'anachronisme? Alors oui, il n'y a pas le terme anachronisme, mais normalement il est dans l'article, j'ai juste supprimé. Alors, anachronisme, qu'est-ce qu'un anachronisme?
Bah, vous pouvez regarder sur le dictionnaire aussi. Mais je vous l'expliquer, ce sera plus simple. Un anachronisme, c'est quand il y a un problème de temps. C'est-à-dire, oui, voilà, j'ai retrouvé un exemple. C'est comme si, par exemple, je disais, Jules César s'est fait tirer dessus par Brutus, son fils adoptif. Ça serait anachronique. Enfin, tirer avec un pistolet, hein, j'entends. Ce serait complètement anachronique, parce que bien sûr, les pistolets n'existaient pas durant l'Antiquité. Donc, vous voyez, en fait, l'anachronisme, c'est ça. C'est un élément qui n'est pas dans le bon temps. C'est une erreur, en quelque sorte. Puisque Jules César s'est fait poignarder de 40 coups de couteau. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, un anachronisme, c'est là où ça va pas. Donc, euh, on en revient à Pétain. Quelles sont les accusations à son encontre? C'est-à-dire, quelles sont les accusations qu'on porte contre Pétain? Vous pouvez écrire. Pétain est accusé de crime d'attentat entre guillemets, hein, et de collaborationnisme, avec l'empire du Troisième Reich, donc l'empire d'Hitler, hein, Troisième Reich, point. Emmanuel Hecht, donc l'auteur, hein, il est marqué juste au-dessus dans votre texte, fait référence à un crime contre l'humanité, mais il ne pouvait pas encore l'appliquer, car ce crime voit le jour le 8 août 1945, le procès était alors déjà en route. Point final. Donc voilà ce qui est accusé justement Pétain, donc de crime d'attentat et de collaborationnisme, c'est-à-dire d'avoir pactisé avec l'ennemi et surtout d'avoir fait des crimes vraiment horribles. Alors, deux choses à dire là-dessus. Est-ce que je vais y revenir après ou je vous en parle maintenant? Non, bon, je vous en parle maintenant. Alors, deux choses. Déjà, anachronisme, comme on l'a dit, avec le terme de crime contre l'humanité. On ne peut pas dire que Pétain a été accusé de crime contre l'humanité parce que le crime contre l'humanité n'existait pas encore. Bon, il existait 15 jours après, mais voilà. C'est d'ailleurs à la suite de cette Seconde Guerre mondiale qu'on a inventé la notion de crime contre l'humanité. Oui, j'ai vérifié, c'est bien justement le crime contre l'humanité a été bien créé après la Première Guerre mondiale lors du procès de Nuremberg. Nuremberg, donc en Allemagne, qui va juger les criminels nazis. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on peut parler d'anachronisme. Et après, il y a une autre chose. L'autre chose, c'est qu'il est accusé de crime d'attentat, mais on parle très peu, voire pas du tout, des juifs déportés. On parle surtout des résistants qui ont été tués, torturés par justement le gouvernement de Pétain. Et donc sous les ordres de Pétain justement. Mais il y a quelque chose de très important et assez grave quand même, c'est que le phénomène juif n'a pas tout de suite été parlé. On n'a pas tout de suite parlé des juifs. Attention, hein, la guerre s'est finie en 1945. On parle des juifs en 1970-1980. Donc vous voyez quand même, il faut à peu près 25 ans avant qu'on se dise oui, au fait, il n'y a pas des juifs là, dans les camps de concentration, les espèces de zombies là. Non, avant on ne veut pas en entendre parler. Parce que déjà, on se dit, c'est la fin de la guerre, donc c'est la fête, on en profite. On veut pas qu'il y ait des espèces de dépressifs zombies qui viennent nous... Enfin, dépressifs rachitiques, tout maigres, qui viennent nous embêter. Non, non, on fait la fête, c'est bon, laissez-nous. Et surtout qu'après, enfin, on est un peu en mode, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Telles atrocités, non. C'est pour ça qu'on va mettre un petit peu de côté. C'est un petit peu comme les soldats qui étaient à la guerre.
on y met un peu de côté. Hein. Voilà, on dit oh non mais c'est pas très, non mais c'est bon. Gardez vos horreurs dans votre tête. Hein. On n'en veut pas. Nous, on veut reconstruire la France et repartir de plus belle. Bon, dans un certain état d'esprit, c'est un bon parce qu'au moins, voilà, vous êtes positif, vous êtes prêt à reconstruire le pays. Mais d'un côté, ça veut dire que on laisse de côté toute une partie de la population. Et ça, voilà, c'est assez grave quand même. Puisque voilà, les témoignages juifs, tout ça, vont commencer à arriver très tardivement. Et voilà, et c'est après qu'on se rend compte qu'en fait, bah, voilà, c'était un peu grave quand même. Hein. Bon. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire ça, c'est que justement. Et alors, après, il y a deux choses aussi. D'un côté, donc, le gouvernement va dire, allez, voilà, on veut pas trop d'histoire juive, mais ça va se faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que les juifs vont pas tout de suite vont pas avoir tout de suite envie de raconter leur histoire. Je vous rappelle quand même que voilà, ils ressortent des camps de concentration, ils sont complètement shootés, enfin ils sont à l'aube de la mort, ils ont plus que la peau sur les os, ils viennent de voir leurs frères, leur mère, enfin des proches, des amis se faire déchiqueter, se faire torturer, se faire tuer, gazer et tutti quanti. Euh, voilà, enfin ils sont encore sous le choc, quoi. Enfin ils sont traumatisés. Donc parler de ça, enfin vous voyez, c'est comme aujourd'hui justement quand vous avez des personnes qui se font violer ou enfin oui, qui leur arrive quelque chose d'atroce, ils vont pas tout de suite dire enfin ils vont pas tout de suite après dire aux gens oui donc il s'est passé ça ça, non, il y a le traumatisme, il y a le temps parce que le fait de le raconter en fait c'est comme si ça vous revenait. C'est comme si ça revenait vous hanter. C'est comme si vous le reviviez une deuxième fois, le fait de raconter. Parce qu'on dit souvent, oui, raconte ton histoire, tu vas voir, ça va te enlever d'un poids. Alors oui, mais le problème c'est que en vous racontant, vous devez vous souvenir. Et pour vous souvenir, justement, vous vous souvenez de tous les traumatismes. Et ça, c'est une expérience assez horrible. Et justement, bah, c'est pour ça que les juifs, enfin, je dis les juifs, hein, mais j'inclus aussi les tziganes, les handicapés, enfin tous ceux qui ont été, voilà, les témoins de Jéhovah aussi, toutes les victimes de ces camps de concentration, bien sûr, sont dans le même cas. C'est-à-dire, ils n'osent pas trop parler. Parce que, voilà, ils sont encore dans le traumatisme, justement. Et ils veulent se dire, non, non, mais non, non, ça n'a pas existé, enfin, oui, voilà. C'est comme, on va le voir après, justement, avec le procès de Klaus Barbie, quand vous avez des personnes juives qui viennent témoigner, 45, 80, oui, 35 ans après, ils viennent à la barre témoigner 35 ans après, et ils n'arrivent pas à aligner deux mots. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en larmes. Parce que le problème, c'est que justement, c'est encore là-dedans, même 35 ans après, c'est ça qui est horrible. C'est de se dire que des personnes, on a tellement enfin, ces personnes-là ont été tellement traumatisées que même 35 ans après, elles s'en souviennent. Et que ça leur fait toujours mal. C'est ça qui est vraiment horrible. Se dire qu'on les a fait souffrir à un point tel que voilà ils en sont toujours affectés. Même aujourd'hui, hein, normalement c'est voilà quand vous avez par exemple des personnes qui viennent témoigner devant des classes ou etc. Voilà, c'est assez dur pour elles parce que c'est le fait de se souvenir. Bon, après 80 ans après, on va dire ça s'est un petit peu effacé, mais ça reste encore, c'est encore ancré en eux justement. C'est un traumatisme, faut pas croire que ça va disparaître du jour au lendemain. C'est quelque chose qui peut durer plusieurs dizaines d'années et même au fond ça ne disparaîtra jamais, ça restera au fond. Mais bref. Pas très joyeux ce coup en temps de confinement, là, enfin de déconfinement. Terrible. Quels sont les arguments de Pétain et de sa défense ? On vous laisse réfléchir, c'est tout marqué dans le texte. Hein. Donc vous pouvez écrire. La Haute Cour, institution du gouvernement provisoire, n'est pas reconnue par Pétain comme une institution officielle et n'a donc pas de légitimité selon lui. Point. À l'inverse, il se considère comme légitime par le caractère
officielle de son élection. Point. Enfin, il se place en victime dans le sens où il dit avoir fait, entre guillemets, au mieux, fermez guillemets, après la défaite de la France en 1940. Point. Final. Alors, voilà, les hautes cours entendent la défense, parce qu'attention, hein, on va le voir même pour Pétain, toute personne française a le droit à une défense. Et oui, même la pire des crevures et des ordures a le droit à une défense. Vous allez le voir dans le procès Klaus Barbie. Voilà, vous avez des avocats, par exemple, qui sont spécialisés dans les cas extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, des pédophiles, des pédophiles de grande envergure, même des pédophiles de petite envergure. Voilà, ces personnes-là ont droit à une défense. Bon, j'entends certaines d'entre vous riposter. Non, faudrait les tuer. Non, on se calme. Non, parce que, c'est normal que tout le monde ait le droit à une défense. Parce que dans le cadre, par exemple, de certains pédophiles, on se rend compte qu'en fait, il s'est rien passé. C'est-à-dire, c'est des enfants qui mentaient. Et heureusement qu'il y a eu un procès pour ça, parce que sinon, on l'aurait directement enfermé, et basta, bye bye. Donc, c'est pour ça que c'est important que les personnes aient une défense. Après, je sais pas d'où ça vient. Bon. Mais bon. Mais même Klaus Barbie a droit à une défense. Et l'avocat se doit de le défendre. Attention, hein, l'avocat, il doit pas faire style... ouais, non, mais en fait, je vais pas trop trouver de défense. Allez-y, lâchez-vous sur lui. Non, l'avocat doit vraiment construire une défense. L'avocat, par exemple, de Pétain a dû vraiment... Isomi, pardon. A dû construire vraiment une défense. Tous les arguments là que je viens de vous dicter, c'est des arguments que Pétain et cet avocat ont pris en compte, ont réfléchi, tout ça, ont instauré pour une défense. Pardon. Donc, comme je vous le disais, voilà, ils vont vraiment organiser une défense. Cet avocat, voilà, il va vraiment faire son job, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il va réfléchir comment défendre Pétain. Bon, d'un côté, faut y aller fort. Hein. Enfin, vous allez voir pour Klaus Barbie, pour trouver une défense, faut quand même faut quand même en avoir. Enfin, je veux dire, faut avoir du courage quand même d'un côté de défendre ces hommes-là, parce que vous savez très bien que en face de vous, vous avez des gens qui sont prêts à vous tuer. Donc, vous voyez quand même, faut se mettre dans un état d'esprit quand même sacrément costaud, et ne pas céder, aux critiques, ne pas céder aux gens qui veulent vous menacer en disant si tu continues à le défendre, je te descends. Non, c'est vraiment des esprits assez spéciaux. Donc, comme je vous le disais, l'avocat justement de Pétain va créer une défense avec le chef d'État en lui-même, Pétain, et il va donc tout d'abord descendre la haute cour. C'est-à-dire descendre ce qu'a construit De Gaulle en disant oui, non, mais de toute façon, la haute cour, c'est quoi? C'est même pas une institution officielle. Ça n'a pas vraiment de pied, de base. C'est quelque chose de illégitime, qui n'a pas été élu. Oui. Enfin, il n'y a pas eu d'élection, justement, pour ce poste. De Gaulle n'a pas été élu, justement. On va le voir qu'après, si, mais bon. Mais là, pour le coup, il n'a pas été élu. Enfin, il a un petit peu instauré ce gouvernement. Avec la haute cour, le CRN, ce qu'on a vu avec la résistance, justement. Donc, Pétain, tout d'abord, il commence à dire, voyez, votre truc, déjà, c'est pas fiable. Ensuite, moi, par contre, je suis fiable. J'ai été élu par les Français. Et oui, et validé. Dans un climat de république et de démocratie, j'ai été élu. Ce qui est vrai.
en somme, il a vraiment été élu. Après aussi, il nous dit, voilà, que il se place en tant que victime en disant qu'il a fait au mieux. Alors, attention à ce que je vais dire, hein, prenez ça avec des pincettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, il a fait ça au mieux. C'est-à-dire que d'un côté, il avait pas tellement tort. Alors, je m'explique, hein. Qu'on me lance des cailloux et qu'on me crie que je suis un pro-pétainiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, à la fin, donc à la défaite de la France, Pétain, il a deux choix. Soit il continue la guerre avec une armée complètement détruite et des soldats complètement décimés, soit alors il se rend. Bon, il a choisi de se rendre. Voilà, ce qui est fait, de toute façon. Mais, en fait, je suis sûr que là, justement, on ne l'accuse pas de s'être rendu. Bon, si, enfin, c'est vrai qu'après, voilà, à cette époque, surtout Charles de Gaulle, c'était vraiment le patriotisme avant tout, la nation, l'honneur de la patrie. Voilà, il ne serait jamais rendu, lui. Après, qui sait ce qui serait arrivé si on s'était rendu ou pas? Est-ce qu'on aurait gagné? Est-ce qu'on aurait perdu? Voilà, il n'y avait rien de sûr, hein, donc enfin, voilà. Bon, on serait quand même pris une bonne raclée, mais bon. Tout ça pour dire que, justement, il a essayé de faire au mieux. Mais là, par contre, où on lui reproche tous ces trucs, c'est qu'il en a profité. C'est-à-dire qu'après, voilà, il aurait très bien pu faire, vous voyez, une sorte de sous-gouvernement en cachette à l'abri des nazis et créer, lui, le CRN, avec les résistances, tout ça. Mais non, ah non, non, lui il en a profité pour s'octroyer encore plus de pouvoir, comme on l'a vu justement, se donner beaucoup plus de pouvoir, collaborer vraiment avec Hitler, en mode vraiment ami-ami, et vraiment gouverner la France d'une main de fer, avec son idéologie, etc., de les rafles du Val d'If, tout ça, enfin... C'est ça en fait qu'on lui reproche vraiment, c'est d'être allé, enfin d'avoir penché dans le côté obscur. Et vraiment d'avoir fait des choses abominables. Et du coup, oui, non, je voulais pas vous poser comme question, mais bon, je vous l'explique. Donc effectivement, comme le dit le dernier paragraphe, il a été condamné, donc condamné à l'indignité nationale. L'indignité nationale, c'est quand même, voilà, en somme, privation des droits civiques, suppression de toute décoration. En somme, voilà, il n'y a rien... Vous voyez, physiquement, voilà, il reste le même. Enfin, voilà, vous voyez, on n'atteint pas sa personne. Mais on atteint par contre sa dignité. Plus rien de civique, plus le droit de voter, plus le droit... Enfin, il n'a plus rien le droit de faire. Et surtout, suppression de toute décoration. Et voilà, c'est... Parce que quand même, il était maréchal. Enfin, c'est un très haut rang dans les militaires, maréchal de France. Et là, il n'est plus rien maintenant. Voilà, il est même plus bactère, quoi. Enfin, vous voyez, on l'a carrément dégradé en termes sociaux. Ce qui est normal. Hein. Mais voilà, donc on le dégrade socialement. Et après aussi, dans un premier temps, donc il va être condamné à mort. Parce qu'attention, hein, la peine de mort va être abolie en 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand. Et qui va faire un tollé pas possible. Mais ça, on le verra sûrement peut-être dans le prochain cours d'histoire. Mais bref, tout ça pour dire que justement, donc il est condamné à mort, mais Charles de Gaulle va revenir sur cette peine et va le transformer en peine à perpétuité. Alors pourquoi il me semble qu'il y avait une histoire comme quoi il était quand même assez âgé et que du coup, voilà, enfin, il allait mourir de toute manière, quoi. Donc bon, voilà, c'est pour ça que, voilà, on l'a juste mis en détention à perpétuité. Donc voilà pour le procès de Pétain. Donc là, vous voyez, contrairement à l'épuration qu'on avait vue avec les femmes qui se font tondre, là, à l'inverse, on a quelque chose de très officiel. Ils ont une défense, voilà. Ah, oui, oui, justement. Pétain a une défense. Les femmes qui se sont fait tondre, que dalle. Elles n'ont plus rien dire. Elles se sont fait tondre. Point. Aucune, rien. Enfin, pourtant, elles ont eu des, il y a eu des, comment dire, des répercussions. Il y a eu une sentence, c'est-à-dire au-delà de la tonte,
c'est tout un aspect social qui a été dégradé chez elles. C'est-à-dire qu'on savait tout de suite, voilà, qu'elles étaient des collabos, dégagées. Voilà, elles n'ont pas eu droit à une défense. Alors que c'était parfois, enfin bon, attention, il y a eu des femmes aussi qui ont collaboré en mode collabo pur, hein. Mais il y en a certaines qui étaient obligées ou par contrainte, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Et là, Pétain, lui par contre, il a le droit à une défense. Voilà. Donc vous voyez quand même, il y a une certaine injustice. Et surtout qu'en plus, là par contre, c'est vraiment très carré, hein. C'est-à-dire c'était tout filmé, il y avait donc un avocat de la défense, un avocat de l'accusation, des témoins, tout ça. Enfin, il y a une véritable organisation. Mais, à la différence du procès qu'on va voir après, le procès s'est fait tout de suite. 8 août 1945. Non, pardon. Non, je me trompe de date. Attends pour moi. Du 23 juillet débute. Donc le 23 juillet 1945. Donc vous voyez, la guerre vient d'être terminée. Justement, il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez, ça va rapidement. C'est très rapide justement comme procès, voilà, paf, paf. Et là, le procès de Klaus Barbie, on va voir que lui, par contre, il a été fait après. Alors, pourquoi je vous parle du procès de Klaus Barbie? Parce que là, oui, c'est vrai qu'on parle de l'État français hein, dans le cours. Mais Klaus Barbie, c'est un Allemand, hein, pur Allemand. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était chef de la Gestapo à Lyon. Et qu'il a fait beaucoup de choses à Lyon. Et notamment, il a participé à l'arrestation de Jean Moulin. Enfin, arrestation, plus torture, plus exécution. Voilà. Donc Klaus Barbie, il est vraiment il est tristement connu justement pour ses nombreux méfaits dont on va voir ci-dessous. Attendez. Alors, nous allons pouvoir continuer avec la suite, donc notamment avec le procès de Klaus Barbie. Alors, donc vous avez l'image déjà, mais vous avez aussi un lien YouTube et je vous invite très fortement à regarder cette vidéo puisque les questions portent sur justement cette vidéo. Donc je vous laisse aller la voir. Et ensuite on va passer aux questions. Donc vous avez le lien hein, YouTube dessous. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez un problème, si vous n'arrivez pas à lire les vidéos, le lien, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je vous renvoie le lien ou voilà, enfin, il n'y a pas de souci. De même que si vous avez des soucis au niveau des cours, mes cours du moins, pour suivre, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire aussi. Bon, qu'on prenne des mesures ou voilà, je ne sais trop quoi. Bref. Donc, voyons le procès. Je pars du principe que vous avez vu la vidéo YouTube. Et donc, nous allons pouvoir continuer. Identifier la date, le lieu et nature du procès. Pardon. Le corona. Identifier la date, le lieu et la nature du procès. Donc, vous pouvez écrire « Le procès s'est passé en 1987 à Lyon afin de juger Klaus Barbie, Barbie hein, comme la Barbie, hein, B-A-R-B-I-E, pour crime contre l'humanité. » Alors, si je vous ai fait mettre la date, ce n'est pas pour rien. En 1987, c'est très récent. Allez, au bas mot, on va dire que vous êtes des 2000, 13 ans. Seulement 13 ans avant votre naissance, Klaus Barbie était jugé pour des crimes qu'il avait commis il y a 45 ans. Vous vous rendez compte quand même alors, pourquoi parce que justement, comme il est dit dans la vidéo, en fait, dès qu'il a vu que tout le monde se faisait juger et lyncher, il s'est cassé. Il s'est cassé dans notre pays. Et là, notamment, lui, il est parti en Argentine, où il s'est caché, quoi. Et c'est vrai que c'est assez dur après, pour un pays comme, par exemple, la France, de retrouver des gens comme ça. Parce
Parce que le problème, c'est que vous n'allez pas fouiller le monde entier pour les trouver, parce que vous n'avez pas le droit, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de fouiller, d'envoyer par exemple, mettons, voilà, on va dire, Pierre tue Thomas. Et ben, Pierre, du coup, va tuer Thomas, et Pierre, avant que les flics découvrent le corps, il se casse, je sais pas moi, en Amérique, justement en Argentine. Eh bien, là, une fois que le criminel va être trouvé, si Pierre est déjà parti, ça va être super dur pour le retrouver. Parce qu'après, il faut faire une demande au gouvernement argentin en demandant oui, on a un certain Pierre qui a tué un Thomas, est-ce que vous pouvez le chercher pour nous et nous le renvoyer? C'est des trucs qui sont très longs. Et en termes d'administration et de papier, je vous en parle même pas. C'est pour ça que certaines personnes arrivent à se détourner. Prenez le cas par exemple de Polanski. Lui, justement, avait commis des crimes d'ordre sexuel aux États-Unis. Paf! Et ben il est revenu en France. Et jusqu'à présent, il n'a jamais été jugé pour ses crimes faits aux États-Unis parce que les Américains ne pouvaient pas venir en France. Oui, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Bon, là après, c'était Klaus Barbie quand même. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement, quand on a repéré Klaus Barbie, voilà, on l'a pas laissé filer. Là, on a vraiment poussé. Après, c'est dur de le trouver parce qu'il a aussi changé d'identité. Et en fait, ce bougre d'âne, en fait, il s'est fait pécho parce que il a dit à une émission de radio que c'était lui, Klaus Barbie, qui est complètement con. Et du coup, la France, quand elle a vu le reportage, elle lui est tombée dessus. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, on retrouve par exemple des gens comme Klaus Barbie qui ont fait des atrocités en 45, enfin de 40 à 45, et on les retrouve que 40 ans après. Et ça, malheureusement, voilà, il y en a beaucoup aussi qui ont réussi à échapper comme ça, voilà, aux yeux de la justice. Bon. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, il reste encore des gens qui ont commis des atrocités qui sont toujours en liberté. Ce qui est horrible en soi, on est d'accord. Bref. Et aussi, je voulais insister sur le fait que donc il est à Lyon. C'est pour ça qu'on en parle, c'est parce qu'il s'est passé à Lyon dans l'État français. Quels sont les méfaits de Klaus Barbie? Alors, les méfaits, c'est les mauvaises actions. Hein. Enfin, même les crimes, là, on pourrait dire quels sont les crimes de Klaus Barbie. Hein. D'ailleurs, je vais le changer. Parce que les méfaits, ça fait... Ouais. Ah, j'ai volé tes bonbons, voilà, c'est un méfait. Non, là, c'est plus les crimes de Klaus Barbie, voilà. Plus parler de crimes. Alors, donc je vous laisse réfléchir. Hein. Vous pouvez écrire. Il est responsable de près ou de loin de la mort de 373 hommes et femmes, ainsi que 52 enfants. Point. Étant le chef de la Gestapo de Lyon, j'expliquerai, virgule, il a déporté 842 personnes. Point. Les 107 témoins sont présents pour parler des atrocités de Klaus Barbie. Point final. Alors, vous voyez là tous les chiffres que je viens de vous dire, 373, 52, 842, c'est pour un seul homme. Un seul homme a fait tout ça. C'est vraiment horrible. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai mis dans le texte, il est responsable de la mort de 373. On va arrondir à 400, parce que sûrement qu'il y a des corps qui ont été retrouvés. 400 hommes et femmes tués à cause de cet homme. Et ça va de la jeune femme de 22 ans à la vieille mamie de 80 balais. Donc vous voyez, c'est voilà, enfin là je n'ai pas trouvé
tous les morts, enfin vous imaginez 373, et le pire, 52 enfants. Enfin, bon, c'est terrible, hein, mais aussi 52 enfants. Donc ça nous monte à du 425, 425 morts. 425 morts à cause d'une personne. Et chef de la Gestapo, donc 842 personnes déportées. Allez, on va partir du positif. On va dire qu'il y en a 42 qui ont survécu. Ça fait 800 personnes. 425 plus 800, ça fait 1225. 1225 personnes ont connu la mort, ou pire, enfin la torture et autres, à cause de Klaus Barbie. 1200 personnes. Vous vous rendez compte quand même à quel point c'est horrible. Voilà, et vous pouvez le voir, là justement, 107 témoins. En fait, les chiffres sont très importants parce qu'ils montrent vraiment l'étendue folle des atrocités de ce mec. 107 témoins. Dire, il y a 107 témoins qui ont pu dire ce mec m'a fait des atrocités. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même à quel point c'est vraiment horrible. Parce que là, on vous parle des morts, on vous parle des déportés, mais on vous parle pas des gens qui l'a torturé. Parce que alors là, voilà. Et notamment Klaus Barbie était très fort en termes de torture. Et avec un esprit vraiment, enfin, inhumain. C'est-à-dire, quand on nous le dit comme ça, on se dirait, mais non, c'est pas possible, enfin, faut vraiment être de barge. Bah lui, si. Enfin, il avait des idées vraiment atroces. Justement, j'étais allé à son procès, enfin, je suis pas allé à son procès parce que moi, j'étais pas encore né. Mais je suis allé à une rediffusion de son procès quand j'étais à votre place au lycée, même avant, oui au collège, je crois que c'était au collège. Et voilà, on nous avait montré ce procès et bon déjà il est long, très long, mais surtout il est horrible. Enfin vous pouvez aller voir hein, sur YouTube, il y a des témoignages justement de personnes qui ont connu, qui ont malheureusement connu Klaus Barbie. Vous avez des témoignages vraiment qui vous font froid dans le dos, des personnes qui se sont fait torturer, notamment il y a une femme qui dit à un moment Klaus Barbie a tué son père sous ses yeux, tiré une balle à son père sous ses yeux. Enfin c'est vraiment horrible, il a obligé des femmes à avoir des relations sexuelles avec des animaux, enfin des chiens. C'est vraiment un mec complètement taré. Enfin, vous voyez, nous, en tant que prof d'histoire, on doit avoir une certaine objectivité. C'est-à-dire, on ne doit pas critiquer. Mais alors lui, par contre, on peut vraiment dire qu'il avait un grain. C'est-à-dire que là, voilà, force est de constater que quand on voit tous ces choses, ces témoignages, voilà, on peut pas dire que cet homme, voilà, c'est un homme. Enfin, c'est un monstre. Bon. Et voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un procès horrible. Bon après, je vous invite à aller voir des vidéos. Si vous ne les regardez pas, c'est pas grave, parce que franchement, enfin, il y a des choses plus joyeuses à regarder. Hein. Non, bon, c'est pas, elles sont assez poignantes. C'est vraiment horrible parce que les personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, même 40 ans après, c'est encore vif. Le souvenir est encore vif. Vous avez à un moment une personne qui n'arrive même plus à parler tellement qu'elle pleure. C'est vraiment poignant, quoi. C'est horrible de se dire qu'elle a vécu ça. Bon. Donc, voilà pour ces deux procès. Mais, comme je vous le disais, Klaus Barbie aussi va avoir un avocat de la défense. Et oui, c'est là que vous vous rendez compte que l'avocat de la défense, il a du boulot, parce que voilà. Mais après, j'avais vu une partie du procès, il y a pas longtemps, où à un moment il disait que justement, comme quoi Klaus Barbie, en fait, il était juste l'instrument du gouvernement de Vichy, qu'il était l'instrument des idées d'Hitler,
et que lui, il n'avait fait que suivre, voilà, bêtement les ordres. Et même comme le dit Klaus Barbie, euh, c'était la guerre, comme il le dit. Il disait, bah, c'était la guerre, voilà, enfin c'est normal. Il y a des morts, il y a des gens, voilà, enfin on est dans un camp, on est dans l'autre, il se passe des choses horribles, certes, mais voilà, c'est la guerre. Et vous voyez, c'est là où c'est le plus important, enfin le plus horrible, c'est que ce mec aurait pu avoir une once de culpabilité, une once à se dire, bon bah j'ai peut-être foiré, hein, quelque part, mais non, non, non. D'ailleurs, c'est ça qui est horrible, c'est que pendant son procès, il sourit. Il y a rien de pire quand vous voyez quelqu'un qui a commis des atrocités sourire. Parce que le gars, il a pas peur, hein, il va être condamné à perpétuité, mais il s'en fout complètement. Au contraire, il regarde les gens avec un sourire, enfin voilà, et on sent derrière que voilà, il y a un problème. Et le pire du pire, c'est qu'apparemment justement ses proches, sa fille ou sa petite fille, non sa petite fille, il me semble, sa petite fille disait que c'était un grand-père. Mais tout ce qui est de plus adorable, un grand-père gentil, aimant, vraiment proche de sa famille, et c'est là que c'est horrible, quoi. Enfin, c'est voilà, c'est horrible de voir. Enfin, d'ailleurs, ça doit être horrible pour la petite fille. Est-ce que vous imaginez si, voilà, on vous disait que votre grand-père, ouais, que vous avez peut-être aimé, attention, mais imaginons que vous avez peut-être aimé votre grand-père et que du jour au lendemain, on vous dit qu'en fait, il était responsable de près de la mort de 1000 personnes dans des conditions horribles. Vous diriez, what the fuck, enfin, c'est quoi ce délire? Et bah là, c'est ce qui est arrivé justement. Donc, bon. Donc voilà pour Pétain et Klaus Barbie, donc deux criminels de guerre justement qui ont été arrêtés et jugés à perpétuité. Mais attention, ce ne sont pas les seuls. Hein. Là, je vous ai pris les deux gros cas parce que ça me paraissait important justement de vous en parler. Mais il y en a eu moult. Hein. Faut pas se leurrer. Alors, je pensais en fait vous faire direct la fin du cours aujourd'hui, mais je vois déjà que j'en suis à 46 minutes. Donc, je vais couper ce cours ici et je vous ferai ça vendredi, jeudi ou vendredi. Oui, jeudi ou vendredi, je vous ferai donc le dernier cours d'histoire euh, sur justement cet État français, donc du régime de Vichy à la 4ème République. Ensuite, je ne sais pas ce qu'on va faire. Si on va faire du français, du l'EMC, si on va revenir un peu de géo, si on va faire... Vous inquiétez pas, on a le temps d'y réfléchir. En tout cas, voilà, vous aurez ça. Alors, vous êtes peut-être au courant que, justement, fin juin, vous allez peut-être revenir. C'est pourquoi je vais vous mettre des contrôles. Alors, pas par sadisme. Bon, si, allez, un petit peu, parce qu'on bon, va pas se cacher. Mais, non, surtout, pour que vous ayez des notes. Parce que là, c'est que moi j'avais prévu, hein, attention, j'avais prévu vous faire des contrôles, tout ça régulièrement, tranquille, pour que vous ayez des notes. Mais bon, le confinement est tombé et voilà, c'est assez compliqué parce que je sais que certaines d'entre vous, niveau connexion internet, niveau matériel, ne sont pas forcément, voilà, aptes. C'est pour ça que justement, je mettrai sûrement des contrôles. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je l'ai peut-être déjà dit, mais en tout cas je le rappelle, ça fait pas de mal. Donc, vous inquiétez pas, il y aura des contrôles, mais ils seront forcément au moins, au minimum, au moins une semaine après la rentrée. En espérant que la rentrée ne soit pas fin juin. Mais au moins une semaine après. Et voilà. Donc, vous aurez des contrôles. C'est pour ça que, voilà, révisez bien. Je vous ferai une petite fiche de révision, pas tout de suite. Mais je vous ferai une petite fiche de révision sur ce chapitre d'histoire. Et voilà. Bon. En attendant, donc, on se retrouve jeudi, vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Pareil, donc je le redis, mais si vous avez des soucis au niveau de mes cours, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Je suis là, je suis dispo. Pareil pour vos CCF. Je vois, il y en a certaines qui ont réagi, qui m'ont montré leur CCF. N'hésitez pas à me le montrer. Je vous donne une correction via Insta. Voilà, je vous dis ce qu'il faut changer, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Je suis dispo. Voilà.
Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée grise et profitez bien du déconfinement en faisant attention de ne pas non plus faire les fous, comme ces espèces de Parisiens qui font la bringue à grands coups d'alcool sur les berges, voilà, sans aucune mesure de sécurité. Donc voilà, soyez déconfinés, mais quand même ayez des mesures pour vous protéger. Parce que voilà, le virus il n'est pas parti. Hein. Nana, il est encore là. Et c'est pour ça qu'on faites attention justement à ces mesures, prenez-les bien. Voilà, profitez-en un petit peu, mais faites attention. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.